du 64 bits. Et on a vu qu'il n'y avait pas ce problème sur du 64 bits. Donc je lui dis de compiler ça comme s'il travaillait sur du 32 bits. Et je pourrais l'exécuter parce que les 64 bits peuvent exécuter du 32 bits. Donc pas de souci, paf, il me dit nous sommes le Thursday January 19, 4-14 à 7 secondes. Voilà, donc c'est vraiment à l'heure où le problème va se poser à la 8e seconde. Donc il se passe quoi si j'ajoute une seconde ici, donc on passe de 7 à 8. Voilà, ça veut dire que si on reprend le tableau de tout à l'heure, tous les bits sont maintenant à 1. Donc même le bit qui représente le signe est passé à 1. Donc ça veut dire il se passe quoi si je recompile. Normalement, vous savez déjà ce qui va se passer parce qu'on a vu dans l'illustration. Ça veut dire que le premier bit représente le bit de signe. Donc par exemple, ici, c'est un nombre positif. Donc c'est pour ça que le bit vaut 0 au tout début. Donc ça, c'est le complément à 2. Et juste pour information, il y a des applications qui ont vraiment besoin de ce degré de précision. Une véritable apocalypse s'apprête à toucher tous les systèmes Unix 32 bits. Et ça concerne vraiment beaucoup d'appareils, téléphones portables, des ordinateurs, et surtout les systèmes embarqués. Si vous êtes développeur C, vous allez voir qu'à chaque fois que vous voulez avoir la date et l'heure pour faire un traitement, vous appelez une certaine fonction. Et cette fonction-là, elle se base sur le Linux Epoch. En fait, le Linux Epoch, c'est à peu près le 1er janvier 1970. Donc, c'est un buffer qui contient le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 et la date à laquelle vous appelez votre fonction. Donc, avec ce nombre de secondes, on peut avoir la date et l'heure d'aujourd'hui, du jour où vous appelez votre code. Mais en réalité, ce buffer est implémenté sur du système 32 bits. Donc, ça veut dire que vous n'avez que 32 cases. Vous pouvez implémenter au maximum un nombre en décimale qui est pour les chiffres positifs 2 puissance 31 moins 1, parce qu'on enlève le 0, et pour les négatifs, moins 2 à la puissance 31. Ce qui fait que le 19 janvier 2038, précisément à 3h14 et 7 minutes, tous ces systèmes vont perdre l'heure, ne pourront plus se mettre à jour. Et si on n'a pas l'heure, on ne peut tout simplement pas fonctionner. Notamment les systèmes Android qui vont commencer à bugger, vous ne pourrez même plus vous loguer. Et sur Linux, vous savez que tous les fichiers sont tracés avec une date de modification des fichiers. Et aucun système ne peut vivre s'il n'est pas à l'heure. Les systèmes Unix 32 bits ne pourront plus représenter des heures au-delà de cette date-là. Une véritable catastrophe. Dans cette vidéo, je vais expliquer un peu le problème et je vais essayer de présenter les solutions qui sont mises en œuvre parce qu'il y a de nombreux systèmes qui ont déjà appliqué des patchs. Et on va voir également que la notion de l'heure dans les systèmes, c'est vraiment très compliqué. Encore connu sous le nom de Epochcalypse, Yatsuke38 ou bug de l'année 2038, comme vous voulez. Mais surtout, si on prend Epochcalypse, vous allez vous rendre compte qu'il y a le Epoch. Comme je le disais en début de vidéo, la variable qui contient le Linux Epoch est un entier. Et en C, on a entier qui veut dire qu'on peut avoir des nombres positifs et des nombres négatifs. Si c'était un unsigned, on allait dire que bon, c'est que les nombres positifs et ça pouvait contenir encore plus de nombres, même si ça ne corrigeait pas le bug en lui-même. Là, sur cet exemple, on a la représentation en mémoire d'un entier, qui la plupart du temps vaut 4 octets. Et un octet, c'est un byte, c'est 8 bits. Si on se remet à l'année du 1er janvier 1970, tout est à 0. Donc c'est le temps T, le temps de référence de Linux pour avoir l'heure. Donc à ce moment-là, l'heure vaut tout simplement 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Maintenant que nous avons compris à peu près la terminologie et les bases, on va essayer de voir concrètement quelle est la cause de ce problème avec un exemple concret. On a dit que le point 0, donc si vous appelez la fonction time qui permet d'avoir le Linux Epoch, vous faites juste include time.h et vous faites la fonction time qui va vous retourner un time t. Et ce time t, c'est le Linux Epoch. On a dit que c'était un entier. Donc, à l'instant du 1er janvier 1970, si vous appeliez cette fonction, vous aurez eu 0, parce que c'est le point de référence. Et que se passe-t-il si vous appelez cette fonction le 1er janvier 2026? En réalité, la valeur que vous allez avoir, c'est 1 767 225 600 secondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970. Et comme j'ai dit en introduction, à partir de ce nombre de secondes, on peut avoir quelle est la date d'aujourd'hui. Mais l'ordinateur ne travaille pas en système décimal, lui il comprend le binaire. Donc cette valeur doit être encodée en binaire. L'entier qui retourne cette valeur, en réalité ce qu'il y a derrière dans le buffer, c'est ce qu'on voit à l'écran avec un buffer de 32 bits qui est sur 4 octets. On a dit qu'un octet c'était 8 bits, donc 8 fois 4 ça fait 32. Je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec la représentation des digits binaires. Là, c'est la représentation à complément A2. Ça veut dire que le premier bit représente le bit de signe. Donc, par exemple, ici, c'est un nombre positif. Donc, c'est pour ça que le bit vaut 0 au tout début. Donc, ça, c'est le complément A2. Et juste pour information, le complément A1, si on veut le complément A1 d'une valeur binaire,
faut juste inverser les bits. Donc si tous les bits qui sont à 1 passent à 0 et inversement, les 0 passent à 1. Et si on veut le complément à 2, on fait le complément à 1 plus 1. Alors on fait d'abord le complément à 1 et ensuite on rajoute plus 1. Et le plus 1, c'est comme en décimale, on rajoute sur la partie tout à droite. Le plus 1 se met tout en bas à droite. Et on refait l'addition en décimale. Ça va nous donner le complément à 2. Bon, si vous voulez d'autres informations, il y a beaucoup de pages qui expliquent. Mais ça ferait peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc si on revient à notre exemple, on se rend facilement compte que plus les secondes passent, plus notre mémoire se remplit, jusqu'au fameux 19 janvier 2038, à 3h14 et 7 minutes, où toutes les valeurs seront à 1. Donc chaque bit sera à 1. Même le bit qui représente le bit du signe sera à 1. C'est-à-dire que la valeur que la fonction TNT va nous retourner sera un nombre négatif. Et cette valeur, si on essaie d'extraire pour avoir la date et l'heure et ainsi de suite, on va tomber sur décembre 1901. Et là, c'est vraiment catastrophique. Donc là, je vais essayer d'illustrer à peu près ce qu'on a vu jusqu'ici. On a dit que pour utiliser le Linux epoch, pour avoir la valeur du Linux epoch, il fallait passer par la fonction time, qui se trouve dans le header timet et qui retournait un timet. Si jamais vous oubliez des trucs, il y a le manuel d'entrée, par exemple. Bon, en l'occurrence là, il n'y a pas de timet, donc timet doit être dans le manuel de man2 timet. Et voilà, elle est là. Et ils disent que voilà, ils retournent un timet et il dit bien return the time as the number of seconds since the epoch. C'est ce que je disais, 1er janvier 1970. 00 etc. Voilà. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va dire égal time du coup, et on va dire nul. Bon, dans la doc ils disent non nul, mais c'est bizarre. En fait, il faut mettre nul si on veut pas de offset. Timet epoch equals time nul. Voilà, printf. Donc, si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi de représenter tout ça dans un entier signé, c'est tout simplement parce que c'est pour donner la possibilité de pouvoir représenter des nombres, des dates qui sont antérieures au 1er janvier 1970. Voilà, donc si jamais le epoch, cette valeur-là, si jamais la fonction time vous retourne une valeur négative, typiquement comme l'exemple qu'on a vu dans l'illustration où ça retournait 1901, voilà, 1901 c'est antérieur à 1970. Donc toutes les dates qui sont antérieures à 1970 seront négatives et toutes les dates supérieures seront positives jusqu'en 2038. Parce qu'on a vu qu'en 2038, il y aura un problème où on aura un buffer overflow et ça va faire que toutes les dates vont revenir encore négatives. Donc voilà, heureusement, c'est ça le bug de 48. Donc ici, on affiche epoch. Après, on va afficher aussi, quitte à faire, on va afficher la date du coup basée sur ce epoch. On va dire date is. Alors, la date ce sera un string. On va dire ask time. Ask time. En fait, ask time, ça porte bien son nom. Demander le temps. Voilà, simple. Local time. Et on va donner le epoch qu'on a eu, le pointeur, l'adresse du, on va donner l'adresse du epoch qu'on a eu. Et voilà, donc gcc-au time et time. Epoch ici, donc voilà le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 jusqu'au Wednesday, January 14, voilà, jusqu'à aujourd'hui à peu près. Et voilà, et le nombre de secondes ne fait qu'avancer. Et peut-être que vous vous demandez comment est-ce que c'est possible à partir juste du nombre de secondes de retrouver la date. En fait, c'est très simple. Je pourrais même implémenter ma propre version qui fait un truc qui retourne ça. Donc là, je viens de faire une petite version à moi-même qui retourne l'heure, la minute et la seconde à partir du epoch, sans passer par la fonction axtime. Donc ce que j'ai fait, j'ai refait pareil, j'ai fait time pour avoir le epoch et j'ai fait, il ne faut pas le faire, j'ai mis directement dans un int32t, mais il faut mettre dans un timet, il faut bien faire les choses. On met dans un timet et ensuite on caste. Et voilà, on prend le nombre de secondes, on fait modulo 86 400, le nombre de secondes qui était écoulé en 24 heures. Et à partir de là, ça devient simple parce qu'on sait que, voilà, pour avoir les heures, on divise par 3600. Les minutes, modulo 3600 par 60, et ensuite les secondes par 60.
Et si on compile, tac, time, voilà, 23h, 18 minutes et 50. Tout à l'heure, on avait... Ah oui, ok. En fait, ici, il y a ce qu'on appelle, je n'ai pas géré le Universal Time, enfin le UTC. Donc, ce qui fait que lui, il est encore à 23h18. Au lieu d'être à minuit 18, non, il est à l'heure GMT, je pense. Alors que tout à l'heure, c'était GMT plus 1. Donc, il vaut mieux passer, bien sûr, par la fonction AskTime qui va faire tout. Quand j'avais mis AskTime et LocalTime pour qu'il me donne, à partir de mon fuseau horaire, qui donne la bonne date. Donc là, c'était juste à titre illustratif. La majeure partie des équipements seront les systèmes embarqués, routeurs, les caméras IP, les bases de données même, et ainsi de suite. Parce que quand vous manipulez les bases de données, il y a un champ qui vous dit le timestamp, qui vous donne l'heure en question, la date et l'heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'urgence et de l'impact de ce bug. Tous les systèmes qui sont dans les avions et qui sont encore sur du 32 bits doivent être remplacés avant 2038. Les avions, les voitures, ce problème, c'est vraiment un problème majeur qui nécessite qu'à partir d'aujourd'hui, chaque développeur qui veut travailler sur des systèmes 32 bits, bon, on a une société française, STM32, qui fabrique des systèmes ESP32. Si vous travaillez dessus, par exemple, bah, il faut vous assurer que les fonctions C que vous utilisez sont les nouvelles fonctions qui n'utilisent plus l'ancienne version du TimeT. Sinon, ça ne sert à rien parce que dans quelques années, votre code ne servira plus à rien. Et pire, si ce code traite d'un système critique. J'ai parlé des avions, mais on peut penser aussi aux respirateurs artificiels. Et voilà, vous voyez toutes les conséquences que ça peut amener. La date est aussi importante si vous faites de la sécurité, parce que les certificats cryptographiques ont une date d'expiration. Donc vous ne pourrez même plus faire des authentifications TLS. La bonne nouvelle est que ce bug est connu depuis plusieurs années, et justement, certaines solutions ont été déployées sur le terrain. On va voir ensemble quelques solutions qui ont été implémentées pour pallier à ce bug sur les systèmes 32 bits. Quasiment toutes les fonctions du kernel utilisent la date, donc que ce soit lseek, ainsi de suite, access. C'est ce que je disais en début de vidéo, les droits d'un fichier, la date de création, ainsi de suite. Tout ça, ça utilise la date. Donc voilà, chdir, change directory, get time. Voilà, même les fonctions qu'on appelle en langage C là. C'est time, chroot, ainsi de suite. Donc toutes ces fonctions, en quelque sorte, ont besoin d'avoir la date et l'heure du système. Donc ça veut dire que si vous n'appliquez pas la correction, et ben votre Linux, toutes ces fonctions-là seront obsolètes et le système va juste tout simplement planter. Donc là, je vais présenter la première solution parce que c'est une solution qui est très efficace et qui a déjà été adoptée dans les nouvelles versions de la libc depuis quelques années déjà. Et en fait, elle est très intuitive. On a dit que le bug se produit parce qu'on a juste 32 cases, donc on est limité. Il suffit juste d'avoir 64 cases. Donc si on passe en 64 bits, on aura 64 cases. Donc il suffit juste d'implémenter une nouvelle fonction timeT qui va retourner un buffer non plus sur 32 bits, mais sur 64 bits. Et c'est ce qui a déjà été fait pour corriger le bug. Mais pour ça, il faut bien sûr être sur un système 64 bits. Donc en réalité, sur les systèmes 64 bits, votre timeT va retourner 2 à la puissance 64. Le chiffre décimal qu'on pourra encoder est très très gros. Vous voyez, on a juste doublé la taille du buffer, on est passé de 32 à 64, donc on a fait x2. Mais par contre, le nombre décimal, lui a grandi de façon exponentielle. Ça veut dire que le buffer ne va pas, on n'aura pas de buffer overflow, plus de 200 milliards d'années. Je n'ai pas le chiffre exact, mais vous pouvez faire le calcul. Donc voilà, on peut dire que c'est une solution qui est viable dans le temps. Mais qu'est-ce qu'on fait des systèmes 32 bits qui tournent déjà, qui sont déjà dans la nature? On ne peut pas juste changer la taille du buffer comme ça parce que en langage C, on avait dit qu'avec la fonction time, on retournait le Linux epoch. Et que si on change juste la signature de time pour passer en 64, on aura cassé toutes les applications parce que les applications qui tournent en ce moment en 32 bits et qui sont déjà déployées sur le terrain ne s'attendent pas à recevoir un timeT qui retourne plus de 32. Donc ce qui fait que si tu implémentes ça et que tu mets comme patch, les systèmes qui dépendent là seront cassés. Et il y en a énormément. La première solution qu'on peut implémenter pour les systèmes 32 bits, c'est déjà une solution purement développeur. Donc pour ça, vous n'avez même pas besoin que la libc produise de nouveaux chips ou alors de nouvelles librairies. Généralement, quand on travaille sur des systèmes embarqués, ce qu'on veut faire avec le temps, c'est par exemple, si je prends un exemple typique, c'est on veut que toutes les heures,
on fasse quelque chose, ou toutes les minutes, ou tous les jours, on fasse quelque chose. Donc, plutôt que de dire que tu vas faire telle chose à partir d'aujourd'hui, plus tel nombre de secondes, on va juste dire il te reste tel nombre de secondes pour faire telle chose. Je sais pas si vous voyez un peu, parce que ça réduit carrément la taille de ton buffer. Si tu veux dire fais quelque chose dans une minute, au lieu de prendre le timestamp de maintenant et faire plus 60 pour dire tu vas te réveiller dans maintenant plus 60, au contraire, tu vas dire il te reste 60 pour te réveiller. Ça revient au même. Tu auras gardé, plutôt que de garder un gros nombre, tu auras gardé juste 60. Je ne sais pas si cette solution, vous voyez un peu. Une autre solution qui est tout aussi efficace, c'est d'implémenter son propre système de rollover. Donc, aujourd'hui, on sait qu'en 2038, il y aura le bug, et on sait que quand le bug arrive, on tombe sur les nombres négatifs. Donc, ça veut dire que je peux déjà prévoir quelle sera la rotation qui sera appliquée. Et comme ça, je peux garantir qu'en fait, sur mon système 32 bits qui est déjà déployé sur site, bah, je n'aurai jamais ce problème. Beaucoup de personnes pensent que la programmation en langage C n'est plus à la mode, alors qu'en réalité, c'est le contraire. Dans les domaines tels que la médecine, l'aéronautique, la biométrie pour l'identification des personnes, la cryptographie pour les terminaux de paiement sécurisés, par exemple lorsque vous utilisez votre carte bleue, ou encore les transports. Et la liste est bien longue. On ne peut pas se passer de ce langage exceptionnel. Il est présent dans tous les domaines de notre vie. Il est très performant avec une rapidité d'exécution et une précision des calculs. Donc là, je vais essayer à peu près d'illustrer le bug qui va se poser en 2038. Ça, vraiment, on va voir ce qui se passe à l'exécution. Donc, par exemple, là, j'ai mis current Unix time equals ça. En fait, là, j'ai calculé la valeur de 2 à la puissance 31 moins 1. Donc, on a ce nombre positif. Si vous vous rappelez, j'avais présenté le tableau tout à l'heure, où on avait le tableau qui se remplissait. Donc, à ce moment-là, le tableau est vraiment plein. Donc, on a juste des 1 partout, sauf le bit au début, le bit de bois le plus fort, qui est le bit de signe, et qui, lui, vaut encore 0. Donc, c'est pour ça que ce nombre est encore positif. Mais qu'est-ce qui se passe si je lui demande le temps? Si je fais ask time, bon, je te demande le temps avec local time, je passe l'adresse de current et je compile. Bon, là, je suis en train de vouloir simuler un système 32 bits. Alors, il manque une parenthèse. Là, je suis en train de vouloir simuler un système 32 bits. Bon, ce qui veut dire que je fais le tiret M pour dire fais comme si tu étais sur une cible 32 bits. Parce qu'en vrai, mon ordinateur, c'est du 64 bits. Et on a vu qu'il n'y avait pas ce problème sur du 64 bits. Donc, je lui dis de compiler ça comme s'il travaillait sur du 32 bits. Et je pourrais l'exécuter parce que les 64 bits peuvent exécuter du 32 bits. Donc, pas de souci. Paf, il me dit nous sommes le Thursday January 19, 4-14 à 7 secondes. Voilà. Donc, c'est vraiment à l'heure où le problème va se poser à la 8e seconde. Donc, il se passe quoi si j'ajoute une seconde ici? Donc, on passe de 7 à 8. Voilà, ça veut dire que si on reprend le tableau de tout à l'heure, tous les bits sont maintenant à 1. Donc, même le bit qui représente le signe est passé à 1. Donc, ça veut dire que ce nombre, en fait, c'est un nombre négatif. Il se passe quoi si je recompile? Normalement, vous savez déjà ce qui va se passer parce qu'on a vu dans l'illustration qu'il va revenir à l'année 1901. Donc voilà, ce nombre négatif vaut en fait ça. C'est vraiment aberrant. Donc là, on vient de reproduire l'apocalypse, le bug de l'année 2038. Je ne peux pas finir cette vidéo sans vous parler de leap year et de leap second. En fait, quand on parle de temps, il y a des systèmes vraiment critiques qui ont besoin d'être à l'heure et surtout d'avoir la bonne heure. Donc, comment ça se fait si moi je suis à 12h15 et 30 secondes et 2 tierces et que quelqu'un d'autre est à 12h15, 30 secondes et 1 tierce? Bah, ça ne matche pas. Il y a des applications qui ont vraiment besoin de ce degré de précision. En réalité, pour se mettre à l'heure, généralement, on fait ce qu'on appelle un pool NTP. Donc, que ce soit votre téléphone portable, votre ordinateur, il y a un serveur de temps. Donc, le téléphone ou l'ordinateur va faire une requête NTP, donc pool NTP, un serveur de temps. Donc, le serveur, c'est un serveur homologué qui permet de donner le temps à des équipements. Et ce serveur lui-même, comment il fait pour avoir l'heure en fait? Je vais essayer de représenter ça avec un peu, c'est comme les kilogrammes. Est-ce que vous savez qu'il y a un kilogramme de référence? Dans un marché d'une balance A à une balance B, on peut ne pas avoir exactement le même grammage. Ça peut varier très légèrement, mais ce ne sera jamais la même chose. Pour un même produit, toutes les balances du monde ne donnent pas forcément le même poids. C'est pour ça qu'il y a un kilogramme de référence. C'est à peu près pareil avec le temps.
En fait, le vrai temps, c'est le temps qui est observé par rapport au méridien de Greenwich. Donc, il y a vraiment des appareils qui sont là pour calculer l'inclinaison du Soleil par rapport au méridien de Greenwich. Et en fonction de ça, si le serveur NTP lui-même n'est pas à jour, il va appliquer un delta. Et généralement, on s'assure toujours que ce delta ne va jamais dépasser une seconde. Et c'est cette fameuse seconde qu'on appelle le leap second, par opposition au leap year. Leap year, c'est juste une année bissextile. Donc voilà, on prend en compte le fait que chaque 4 ans, on aura un jour en plus. Et généralement, vous n'avez rien à faire. Quand vous appelez les fonctions telles que asktime que j'ai appelé tout à l'heure, c'est déjà fait. Ils prennent en compte le leap year, le leap second et ainsi de suite. Donc voilà, n'essayez pas de faire les calculs vous-même ou de vouloir réinventer la roue. Si ce sujet t'intéresse, il y a une page Wikipédia que tu peux regarder. Et voilà, cette page explique un peu tous les bugs qui sont liés à l'heure, à la gestion de l'heure. Donc là, je ne sais pas si vous saviez, mais il y avait déjà eu un bug de ce style en base décimale en 2000, en l'année 2000. Voilà, sauf que en 2038, ce sera plutôt en version binaire du bug. Donc voilà, par exemple, là, il parle de en 1975, il y avait un autre bug. Et voilà, 78 également. En fait, je pense que les bugs sur le temps, c'est vraiment un frein, c'est vraiment, voilà, l'année 2000, celui de l'année 2000, il est là, To Digit Representation. Voilà, quand on est passé de 1900 à 2000, voilà, le 2. Avant, on avait toujours un devant, mais paf, on est passé à 2 en base 10, et voilà, ça a planté. Et d'ailleurs, il y a certains systèmes d'exploitation qui ont profité de ce bug pour corriger, pour essayer de voir un peu comment ils pouvaient corriger le bug 2038. Ce qui fait que eux, il y a certains, eux, ils ont anticipé et ils ont corrigé 2038 pour passer en 2106, je pense. Et voilà, ils sont passés juste de int à unsigned int. Et voilà, en 2001 également, et il y a les futurs bugs. Il n'y a pas que 2038, alors 2013, 2019, 2020, voilà. macOS, voilà, Apple, ils sont pas à l'abri non plus. Et voilà, en 2000, même avant 2038, il y aura un bug voilà. Déjà cette année, 2026, il y aura un bug des system time on Xbox. Bon, ça concerne les systèmes Xbox. Console can only be advanced until 23h59, le 31 décembre, voilà. Bah, on peut pas aller au-delà. Et en 2028, Legacy System. Bon, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description. Voilà, 2038, le fameux Unix Time Rollover. Bon, c'est ce qu'on a étudié dans cette vidéo. Voilà, 2 puissance 31, voilà, qui nous donnait le nombre. Dans la vidéo, j'ai mis ce nombre et j'ai bien affiché le time. Le time est revenu. Enfin, il fallait rajouter plus 1 ici. Donc voilà. Quand j'ai rajouté plus 1, on a bien vu que le bug se produisait. Voilà, Windows aussi est concerné, hein, c'est pas que Linux. Et il y a aussi des bugs sur le GPS. Donc j'ai parlé à peu près de comment on pouvait voir le temps avec le méridien de Greenwich et ainsi de suite. Voilà. Voilà. En fait, je pense qu'avec les années, on ne pourra jamais se prémunir totalement de ce genre de truc. Et je pense que la date, c'est quand même un truc important dans le système embarqué. Je pense qu'on ne peut rien faire si on n'a pas la date. Voilà, 2048, 2058, GPS rollover, bon, les systèmes GPS. Voilà, mais je pense qu'avec le temps, voilà, on va trouver des solutions pour corriger ces bugs. Voilà. En 2100, il y a un bug sur les DOS, Windows, File Date API. Voilà, peut-être que, qui sait, d'ici là, on aura des buffers, on sera passé de 64 bits à autre chose. Voilà, l'année 2200. Alors, est-ce qu'on sera encore vivant? Ou alors Jésus sera revenu? 33 000, waouh. En l'an 100 000, il y a un autre bug. The year 100 000, which will be the first Gregorian year with 6 digits. Ok. Et alors, je sais pas si qu'est-ce que sera le bug si on passe à 6 digits. Peut-être qu'en décimal, peut-être qu'en binaire, ça va poser un souci. Waouh, ils sont allés très loin jusqu'à l'année 2 milliards. 299 milliards. Ok, system that store Unix time in seconds using sign. Vous voyez, en fait, c'est ce que je disais en fait, qu'on peut aller jusqu'à 2 milliards d'années, mais on aura encore le même problème sur les systèmes 64 bits en l'année 290 milliards. Bon, alors c'est sûr que vous et moi, on sera plus vivants. Je sais pas les gens qui verront cette vidéo. Mais je pense qu'il y aura déjà des systèmes plus robustes qui pourront, voilà, ce sera plus de 64 bits, je pense. Relative Time Workflow, Microsoft, voilà, Arduino.
Voilà, comme je disais, en fait, c'est les systèmes embarqués qui sont les plus impactés parce qu'ils sont toujours parfois même du 16 bits, parfois 32 bits. Straight Year Problem, des Zero Year Problem, voilà. En fait, c'est très intéressant. Je vais mettre le lien de cette page pour que vous puissiez un peu. C'est très rigolo. Là, je vais faire une petite parenthèse pour. Alors, on sort vraiment du cadre de la vidéo. C'est juste un avis personnel que je vais partager ici. Je ne sais pas si vous avez bien saisi la notion de leap year. En fait, le leap year veut dire que chaque année, vous savez que la Terre tourne autour d'elle-même. Donc, ça veut dire que chaque année, on perd une seconde. C'est pour ça qu'on doit se réajuster. Il faut que notre horloge sur Terre, je ne sais pas, l'heure du système d'exploitation, l'heure de votre téléphone se mette à jour pour refléter vraiment le temps qui est mesuré sur la Terre. Ça veut dire quoi? Si chaque année, on perd une seconde, on doit se réajuster. Ça veut dire que si on fait le système inverse, on fait un rollback, donc là, par exemple, on est en 2026. Si on revient en 2025, ça veut dire que la Terre tournait une seconde plus rapidement. Pareil, 2024, 2 secondes plus rapidement que 2026, et ainsi de suite. Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est que il y a des scientifiques qui disent que la Terre a des milliards d'années. Donc là, je pense que si on veut, si on fait le calcul, imaginez-vous, il y a quelques milliards d'années, à combien était, à combien était la vitesse de la Terre? C'est vraiment, c'est un truc fou. Donc voilà. Alors après, c'est mon avis personnel. Moi, je pense que la Terre a à peu près un peu plus de 6000 années. Et ne me demandez pas d'où j'ai eu cette information. Voilà. Bon, c'est la fin de la parenthèse. Hélas, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et le but de cette vidéo, ce n'est pas forcément de parler du bug en lui-même, mais c'est pour inspirer un peu les développeurs à prendre en compte ce genre de choses quand ils font des codes. Et voilà, malheureusement, les systèmes 32 bits sont la plupart du temps embarqués, dans les systèmes embarqués, donc c'est très difficile de pouvoir corriger ce bug. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont mis en place pour pouvoir pallier à ce problème. Et on peut s'inspirer de ce genre de trucs pour écrire des codes qui sont de meilleure qualité. On a vu tour à tour qu'est-ce que le bug de l'année 2038, Year2K38 bug, et on a vu comment est-ce qu'on pouvait représenter ça dans la mémoire. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du epoch time. Donc voilà, on a vu que le epoch, c'était le nombre de secondes écoulées entre le 1er janvier 1966 et la date à laquelle on fait appel à cette fonction. On a même simulé le bug sur une architecture 32 bits et on a vu qu'en fait ça donnait bien le bug et que voilà, on tombait sur l'année 1900 alors qu'on devait tomber plutôt en 2038 à la 8e seconde.